OK, bonjour à nouveau et bien suite, du cours. Donc cette fois, je reprends pas, les séances précédentes. Donc vous allez voir, la vidéo va être un petit peu plus courte et c'est tant mieux. Je suppose que vous êtes d'accord avec ça. Alors question, 3e partie là dans ce dossier. Quel est l'impact de la qualification et des diplômes sur les salaires? Heu, donc on a vu, on doit bien distinguer cette notion de qualification et cette notion de diplôme. On sait que pour avoir une qualification, ça peut être très utile d'avoir un diplôme. Par contre, un diplôme en soi ne garantit aucunement une qualification. Alors, quel est l'objectif? Savoir qu'à niveau de diplôme égal, le salaire peut varier selon l'expérience acquise. Parce qu'on l'a vu, dans la qualification, eh ben, il y a aussi l'expérience qui peut rentrer en ligne de compte. euh, qui peut rentrer en ligne de compte. Alors, tout d'abord, quel est l'impact de la qualification sur la rémunération? Comment, en fait, comment sont formés les revenus du travail? Comment sont formés les salaires, en fait? Qu'est-ce qui compose un salaire? Donc, un salarié va toucher donc un salaire, hein, on va faire, simple, hein. Ce salaire, heu, comprend 2 séries d'éléments. Des éléments qu'on va qualifier de constants dans la mesure où ils sont fixés. En général, ils ne changent pas beaucoup. Très souvent, ils sont définis par des contrats ou par des conventions et ils sont, assez fixes, et d'autres éléments qui sont variables. Et là, ils vont dépendre de l'activité, de certains nombres d'objectifs qui auront été ou non remplis, des résultats de l'entreprise ou du service, administratif, si c'est un service administratif. Alors d'abord, allons sur les éléments constants. Les éléments constants sont ceux qui dépendent directement de ce qu'on va appeler la qualification. D'accord? Donc ça, c'est assez important. La qualification, on va voir, donc c'est une sorte de convention entre des gens, qui, font que on va considérer que le travail que vous faites de manière assez, abstraite, de manière assez générale, indépendamment de la conjoncture, de ce qui se passe au quotidien, eh bien ça vaut tant. C'est-à-dire que voilà, un peu comme un médecin qui est conventionné, un médecin, on reconnaît que une intervention de médecin, ça vaut tant. Donc c'est lié en fait à une forme de qualification, c'est pas du tout lié au détail de la prestation, du médecin, d'accord? Voilà, et donc ça va définir le salaire de base. Donc c'est en général, la base de ce qu'on négocie quand on négocie un salaire. Or, un salaire comprend aussi, et de plus en plus, et c'est pas forcément des bonnes choses, heu, des salaires variables, une part variable. Alors pourquoi c'est pas forcément une bonne chose? Parce que disons, quand vous faites votre métier, si vous aimez votre métier, vous faites votre métier, et en gros, vous vous demandez pas à chaque fois que vous faites quelque chose si ça vous rapporte ou pas. Vous le faites parce que c'est votre métier, d'accord? Donc c'est pour ça que cette partie-là, elle est assez, saine quelque part. Par contre, là, voilà, dès qu'il y a des éléments variables, bah, vous êtes concentré sur les aspects variables, donc ça peut être très bien pour vous encourager à faire des choses qui seraient, vraiment, très importantes, mais ça peut aussi avoir des effets, pervers, on peut dire, dans la mesure où, finalement, vous finissez par faire juste ce qui vous permet de remplir les critères, qui vous permet d'avoir le truc variable, et ça peut dégrader à l'inverse, ce qui est censé faire le cœur de votre métier, d'accord? Il y a beaucoup de salariés qui se plaignent aujourd'hui de ça, du fait que, ils font du chiffre, mais en fait, ils font du travail de, entre guillemets, «de merde», juste pour faire le chiffre, mais que derrière, ils font pas vraiment le travail qu'ils devraient faire, ou pas le travail de la manière dont ils l'avaient envisagé, ou de la manière dont ils aimeraient le faire. Voilà. Alors les éléments variables, donc c'est des éléments qui, eux, ne sont pas basés sur la qualification, mais sur la performance, sur une performance. Donc on va donner des objectifs, et si vous atteignez les objectifs, vous les avez. Ou si vous ne les atteignez pas, vous les avez pas. Alors certainement que quand je vous parle de salaire variable à la performance, la première chose qui vous vient en tête, c'est euh, la performance individuelle. Alors c'est lié un peu aux déformations de notre époque, parce qu'en réalité, une bonne partie du salaire variable et des performances sont évaluées, et ont été pendant très longtemps évaluées de manière collective en fait, et pas du tout individuelle. Alors ça change pas mal de choses, hein, ça. On va en parler juste après. Alors par exemple pour les performances individuelles, donc ça peut être des primes, que vous obtenez parce que vous avez, fait, je sais pas, vous avez vendu, 10 contrats, voilà, si vous avez fait 10 contrats, on vous donne une prime supplémentaire. Ça peut être aussi des heures supplémentaires qu'on vous demande, spécifiquement à vous pour une raison ou pour une autre. Alors c'est pas forcément lié à votre performance, hein, les heures supplémentaires, ça peut être lié à plein d'autres choses, mais il peut y avoir un lien aussi.
dernier élément, donc c'est je vous ai dit que les performances peuvent être aussi collectives. Alors quelques exemples, alors il peut y avoir des primes collectives, par exemple une prime pour toute une équipe ou une prime pour, les salariés de l'entreprise si, ils ont réussi à atteindre tel ou tel objectif. Ça peut être aussi 2 choses que l'on appelle l'intéressement et la participation. Donc dans les 2 cas, c'est lié aux performances, de l'entreprise. Si l'entreprise dégage, des bénéfices, eh bien, les salariés pourront récupérer une partie de ces bénéfices sous la forme soit d'intéressement, soit de participation et donc à ce moment-là, voilà, plus l'entreprise est performante, donc plus elle va dégager de profits, plus, une fois qu'elle aura payé, sur ses profits, donc les intérêts, les dividendes, enfin les impôts sur les bénéfices et cetera, voilà, c'est donc dans ce qui va rester, on aura donc dans les bénéfices restants, la possibilité, d'avoir, de verser, un intéressement ou une participation qui sont en général, négociés au niveau, de l'entreprise dans son ensemble. Voilà. Alors ensuite, le salaire, là on est sur l'encadré. Le salaire, c'est le prix, du temps de travail ou d'une tâche, mais, une tâche qui est évaluée quand même par rapport au temps, hein, qu'on est censé mettre pour le faire. Donc le salaire est le prix du temps de travail convenu entre un travailleur et son employeur. Hein, c'est le prix de la force de travail. Dans la plupart des entreprises, le système de rémunération est basé sur une grille salariale construite par niveau de qualification. Vous voyez que une partie du salaire est fixée par une grille très abstraite, des fois avec voilà, qui crée donc une hiérarchie des salaires et puis différents postes, différents types de postes. Cette grille, donc en fonction de votre poste et de vos qualifications du poste que vous occupez et de votre qualification personnelle, bah, vous avez droit à tel type, tel niveau de qualification et cette qualification vous donne droit à tel type de salaire de base. Voilà. Et généralement, donc ces grilles sont issues de négociations collectives, entre les employeurs et les représentants des salariés, donc généralement les syndicats. OK, ça a été de très longues batailles, hein, pour instaurer ça au passage, c'est une conquête sociale, importante, si pour ceux qui s'intéresseront à un moment ou à un autre à l'histoire sociale, vous verrez, ça s'est pas fait tout seul. Alors, quels sont les principaux déterminants de la rémunération selon ce schéma? Eh bien, c'est la qualification et la performance, les 2 éléments principaux. Hop, la qualification et la performance individuelle d'un côté et la performance collective de l'autre, hein. Au niveau performance, il y a bien 2 critères comme vous le voyez, hein, ici. Donc c'est la qualification et la performance collective d'un côté et la performance individuelle de l'autre. Ensuite, quels éléments de rémunération intéressent le collectif salarié? Vous allez peut-être commencer à regarder, mais on va en reparler ça. Alors d'après vous, est-ce que les salariés, mais pris comme un collectif, hein, pas pris, dans leur intérêt individuel, séparé, mais pris comme un groupe, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent collectivement plus les intéresser que d'autres? Est-ce que et à l'inverse, est-ce qu'il y a un type de rémunération qui intéresse plus l'employeur, heu que l'autre? Ben, en fait, en tant que collectif, les salariés en général vont plutôt privilégier, et c'est d'ailleurs pas pour rien que les négociations collectives se sont portées là-dessus, vont plutôt privilégier la négociation de qualification. Le but étant de dire, voilà, ce métier nécessite telle qualification, et moi j'occupe ce métier, je travaille dans ce métier-là, et le but c'est que je sois payé, je sois assuré de ma rémunération, ça c'est un fait, et derrière moi j'essaie de faire au mieux pour faire au mieux mon métier, pour progresser dedans, etc., etc. À l'inverse, l'employeur, lui, il cherche à avoir du pouvoir sur le travail, et un des moyens pour lui d'avoir du pouvoir sur le travail, c'est de lier la rémunération du salarié à des critères, que lui va pouvoir, mettre en place. Et donc, ces critères qu'il va lui qualifier de performance, eh bien ça va lui permettre qu'il va pouvoir qualifier de performance, ça va lui permettre d'avoir un impact, plus fort sur les salariés. Voilà, donc en général, le collectif salarié va privilégier plutôt le côté qualification, alors que l'employeur va plutôt, privilégier la rémunération à la performance. Voilà, qui plus est, en rémunérant à la performance, ça veut dire que il fait porter une partie du risque de l'activité aux salariés.
et pas, à lui en tant qu'entrepreneur, d'accord? C'est-à-dire il reporte une partie du risque, de l'entreprise, sur le salarié, voilà. Enfin, évaluer les risques et les intérêts réciproques de ces, différents types de composantes, eh bien, bon là je peux maintenant afficher. Donc voilà, je vous ai dit un collectif salarié plutôt cet intérêt, les employeurs plutôt, intérêt à la performance, hein. Le collectif salarié plutôt la qualification. Éventuellement la performance collective, mais, c'est secondaire. Alors, avantage de la qualification, c'est qu'elle est plus sécurisante pour le salarié et elle permet de se construire sur le long terme. Par contre, elle peut diminuer le pouvoir de l'employeur ou plutôt renforcer le pouvoir des salariés, parce que donc quand vous êtes titulaire d'une qualification, eh bien, on ne peut pas, vous faire varier votre salaire, on ne peut pas faire pression sur vous, heu, autrement que par des arguments, rationnels, voilà, donc ça donne du pouvoir, aux salariés sur leur travail. À l'inverse, les rémunérations à la performance permettent, d'orienter, hein, selon ce que l'on met comme critère, de guider le travail. La les risques sont quoi? Donc c'est une meilleure direction pour l'entreprise, hein, ça d'accord. Le risque, c'est une potentielle intensification du travail, c'est-à-dire que les gens, pour obtenir les primes, vont, donc beaucoup plus investir d'énergie et cetera, mais ça peut avoir à terme des agir sur la santé des gens, agir sur, leur morale et cetera. Ça, crée aussi une vision plutôt court-termiste, hein, parce que le but c'est de remplir les objectifs du moment et on oublie tout le reste et notamment, voilà. Ça peut avoir aussi des effets, je vous ai dit tout à l'heure, en termes de politique un peu du chiffre, c'est-à-dire que vous allez, pas forcément faire des choses de qualité suffisante, mais vous allez faire juste ce qu'il faut pour répondre aux critères de performance, quitte à ce que ce soit pas fait avec la qualité, vraiment optimale. D'accord? Donc ça peut être un souci. Donc par exemple, dans les hôpitaux se plaignent beaucoup aujourd'hui, d'avoir une rémunération comme ça qui peut être, hem, enfin de que ça commence à rentrer quoi, les rémunérations un peu à la performance et ils disent: «Mais c'est pas du tout notre métier, nous, notre mé voilà, s'il faut rester plus longtemps avec un patient, il faut qu'on puisse rester plus longtemps avec un patient, faut pas qu'on soit en train de calculer que, tel patient, enfin voilà, et c'est un fonctionnement un petit peu différent quoi». Dernier élément, donc court-termisme et ça mène aussi, les performances collectives ou individuelles, mais surtout les individuelles, ça peut mener à de la concurrence individuelle ou à des fracturations, en tout cas, du collectif de travail. La performance collective, bah, c'est par exemple qu'on va commencer à éliminer les plus faibles de l'organisation parfois, ce qui peut, enfin, à avoir une lutte, avec des récriminations. Si par exemple on n'atteint pas la performance collective, eh bien, les travailleurs peuvent se retrouver à se disputer entre eux, pour aller vite. Alors que parfois les causes, du problème sont ailleurs, d'accord? Sont pas forcément que dans l'intérieur du collectif, donc ça peut être, un premier facteur et sinon au niveau des performances individuelles, bah, là, oui, là, tout ce qui va, freiner votre possibilité à vous, de faire vos objectifs, eh bien c'est plus votre problème, quoi, hein, et donc ça peut nuire à la solidarité et ça peut être même, un facteur de mise en concurrence des travailleurs entre eux, vu que, si c'est une prime, par exemple, c'est le meilleur de l'équipe qui l'a, alors ça peut, certes, booster un petit peu tout le monde, au début, mais ça va aussi casser, ça peut aussi casser un certain collectif de travail. Voilà. Document suivant, les bénéficiaires des plus fortes augmentations de salaire en 20 ans. Qui a donc obtenu les meilleurs salaires? Le but étant de savoir le lien entre qualification et salaire, on se rappelle. Voilà, je vous mets tout de suite les réponses. Alors, on a ici ces courbes chronologiques. Les chefs d'entreprise, c'est la courbe bleue. On voit que c'est celle qui a le plus augmenté. Elle est partie d'environ 35 000 pour atteindre un peu plus de 60 000 en 2015, selon les données de l'INSEE. Et donc, on voit que les cadres ont vu leur revenu augmenter de plus de 15 000 euros. Hein, la question est comment ont évolué les salaires des ouvriers et des cadres entre 1995 et 2015. Et on voit que les cadres ont leur salaire qui a augmenté de 15 000 euros. Et donc, ça suffit pas, on fait un petit coefficient multiplicateur. Donc je rappelle que la formule, c'est VA sur VD, donc valeur d'arrivée. La valeur d'arrivée, c'est la dernière, divisé par la valeur de départ. Donc ici, c'est à peu près, 62 000,
divisé par la valeur donc de départ, VA sur VD, hein, qui était d'environ 35 000. Donc vous avez à peu près 60, même si on fait 65 sur 35 et 65 000 sur 35 000, donc je veux dire même presque de tête ou sur le papier, vous le faites sans sortir la calculatrice, hein. Donc 65 sur 35, vous divisez par 5, ça vous fait, 13 sur 7 et 13 sur 7, voilà, après en calculant, un petit peu, vous voyez que vous êtes pas loin un peu moins de 1,5 et donc vous retrouvez à peu près ce chiffre de 1,42 là, voilà. OK, donc ça a été multiplié par 1,42, ça veut dire que si on fait la phrase en entier, on peut dire que, selon, les données, des données de l'INSEE publiées en 2015, la rémunération des cadres a été multipliée par 1,42 entre 1995 et 2015. En fait et 2014 pour être précis, on n'a pas les données 2015, à ce moment-là. Les ouvriers, par contre, on voit que leur salaire, alors les ouvriers, c'est les verts, ils sont, pardon, les ouvriers sont en bleu marine, là, ici. Les ouvriers sont partis de là, ils sont arrivés là. On voit que les salaires des ouvriers ont un petit peu augmenté aussi. Par contre, ils ont clairement beaucoup moins augmenté et on note qu'ils ont augmenté que de 2 000 €. Alors, ça fait quand même une multiplication par 1,25, mais comme c'est, une multiplication par 1,25 qui part d'un chiffre beaucoup plus bas, ça explique que heu, cette montée soit pas, très forte. C'est-à-dire que si même si leur salaire avait monté de 1,42, hein, a été multiplié par 1,42, vous voyez qu'on serait à quoi? On serait à un peu 3 500 € peut-être d'augmentation de salaire des ouvriers. Ce qui reste quand même, je veux dire, même si les 2 avaient progressé à la même vitesse, et ben, les cadres auraient vu leur salaire augmenter quand même beaucoup plus en valeur absolue que celui des ouvriers. Donc vous voyez qu'il faut faire attention à ça, hein. Quand vous comparez les augmentations, quand on vous dit que les salaires, les plus hauts salaires ont augmenté de 10, alors que dans le même temps, les bas salaires ont, eux, augmenté que de 1, c'est doublement choquant parce que, voilà, 1 sur pas grand-chose, c'est pas la même chose que, 1 sur beaucoup, quoi. Et donc quand en plus on vous dit que c'est pas 1 sur beaucoup, que c'est 10 sur beaucoup en plus, vous voyez que là, les inégalités ont explosé, ces dernières années. OK? Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire sur l'importance de la qualification dans la détermination du salaire de ce graphique? Eh bien, si vous regardez bien, les salaires qui ont le plus progressé et qui sont les plus élevés, c'est les salaires des chefs d'entreprise et des cadres et professions intellectuelles supérieures. Donc les cadres, c'est facile, je vous ai déjà dit, un chef d'équipe, des personnes en responsabilité. Ça peut être aussi pour les professions intellectuelles supérieures, bah, des chercheurs, des enseignants, qui sont ici, des médecins, les médecins, mais en tant que salariés cette fois, hein. Voilà, et donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que les métiers les plus qualifiés sont aussi ceux qui ont les meilleurs salaires, ça déjà, mais en plus, en pire, c'est même ceux qui en plus ont les meilleures augmentations de salaire. À l'inverse, vous voyez que les métiers moins qualifiés, alors profession intermédiaire, ouvrier, employé. Alors employé, je ne sais pas si vous voyez, le petit trait jaune est juste en dessous, vraiment quasiment confondu, mais juste en dessous de celui des ouvriers. Et donc voilà, donc toutes ces catégories-là qui sont moins qualifiées ont vu leur salaire beaucoup moins progresser. Et on voit qu'il y a une hiérarchie, hein. Hop, la noire, c'est les professions intermédiaires qui sont un petit peu plus qualifiées que les ouvriers et employés. Et donc les ouvriers employés sont moins qualifiés que ceux-là. Par contre, les ouvriers employés sont un peu plus qualifiés que les apprentis et les stagiaires, bien sûr, et on voit que les apprentis et stagiaires sont bien en dessous. OK, donc voilà, la hiérarchie des salaires et leur augmentation dépend bien de la qualification, hein, c'est la conclusion qu'on peut tirer. C'est en effet les emplois, qualifiés, donc de cadres et professions intellectuelles supérieures et de professions intermédiaires, j'ai ajouté ici aussi, qui, sont les plus élevés et qui progressent, le plus. On note aussi, que le renforcement, du pouvoir des employeurs a permis, une hausse de leur rémunération qui est plutôt basée, elle, sur la performance aussi. Voilà, hein, ça c'est un commentaire un peu plus large, dans les relations sociales, hein, on il y a vraiment eu des retournements, successifs qui ont renforcé, hein, ces dernières années les pouvoirs
des employeurs et qui ont au contraire fragilisé les salariés et donc en fait ça se retrouve, après en termes de rémunération comme vous pouvez le voir, ici. OK? Voilà. Bon mettez la pause si vous avez besoin de finir de noter quelque chose, mais j'avance. Petit b, alors la disparité des salaires selon le type de diplôme. Donc là on va revenir un petit peu sur les diplômes. Alors ici un petit document sur les salaires des jeunes diplômés. Alors précisons tout de suite que ce document, comme d'autres que l'on a vus, pose des problèmes en termes de statistiques parce qu'en réalité les chiffres donnés ici sont des chiffres liés à des autodéclarations, qui plus est avec parfois une extrapolation du salaire que les gens... euh, voilà, donc c'est pas exactement les salaires que les gens ont eus, c'est qui plus est des salaires médians, mais c'est des salaires médians qui ont supprimé en fait, comment dire? Hem, si il y a des universités qui ont sollicité leurs anciens étudiants pour répondre à ces questionnaires, mais certaines universités ont eu des taux de réponse extrêmement faibles et quand c'était le cas, elles n'ont pas été comptées et à l'inverse, d'autres ont eu des taux de réponse plus élevés et quand même un des facteurs constatés, c'est les universités, qui sont les moins, qui ont le comment dire? Le plus de difficultés, j'ai envie de dire, ou qui accueillent les personnes qui vont derrière avoir le plus de difficultés, qui répondent le moins et à l'inverse, c'est celles qui sont les mieux placées qui, ont des taux de réponse supérieurs. Ce qui veut dire que les chiffres que vous obtenez là sont surévalués par rapport à la réalité, française, d'accord? Voilà, bon, ça pas faut pas s'en inquiéter non plus, c'est pas mais gardez juste un petit peu ça à l'esprit. Donc c'est des salaires médians et c'est le salaire, je sais plus si c'est du brut ou du net, j'avais vérifié les données, et d'ailleurs j'avais pas réussi à retrouver exactement les chiffres qu'ils avaient eux, mais peu importe, il me semble que c'était le net quand même, hein. OK, il me semble que c'était les salaires nets. Oui c'est ça, je crois que pour si on prenait ce cas-là, la lettre en A, on arrivait à 19 600 en réalité en net, donc il y avait une petite erreur, bon, c'est pas très, très grave, c'est ce qui va nous intéresser, c'est pas tellement le chiffre dans l'absolu, c'est par contre les positions relatives qui là sont les bonnes par contre. Alors, première question, on va essayer de montrer que le niveau de salaire des diplômes influence le, niveau, heu, du salaire. Pardon, que le niveau du diplôme influence le niveau de salaire. Alors, on va essayer de repérer s'il y a des diplômes plus élevés. Alors a priori, les managers, c'est des gens qui sont sortis des grandes écoles de commerce, en fait, c'est ça, hein, ça veut dire, c'est grandes écoles de commerce. Donc les managers, ils ont fait des grandes écoles de commerce, donc ça c'est des bac+5, c'est, gros niveau de diplôme. Les ingénieurs, c'est du bac+5, c'est des gros niveaux de diplôme. Les masters, c'est du bac+5, c'est aussi du gros niveau de diplôme, un peu moins prestigieux et qualifié et qualifiant que les 2 autres qu'on vient de voir, mais ça reste du bac+5 et des diplômes. Ensuite, on a ici des licences, ça c'est du bac+3, donc c'est moins diplômé et les IUT, c'est du bac+2, c'est encore un petit peu moins en termes de diplôme. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que là, les salaires sont classés justement par ordre décroissant. Et donc en effet, on voit que plus un niveau d'études est important et prestigieux, plus un diplôme est important et prestigieux, en durée et en prestige, hein, je le redis, voilà, plus les rémunérations qui en découlent sont importantes, hein. Ici 41 000 €, alors que si vous prenez un IUT, on est en moyenne à 22 600 €. Donc vous voyez que c'est presque la moitié, d'accord? C'est Voilà et donc on le retrouve. Le salaire des managers, entre guillemets, hein, je ne l'ai pas mis à chaque fois les guillemets, mais c'est, des gérants, hein, qui sortent de ces grandes écoles de commerce, hein, heu, donc sont supérieurs de plus de 80 à ceux des diplômes d'IUT. Comment j'ai obtenu ce 80? Normalement, vous vous en souvenez, on fait pour ça un taux de variation. Pour faire un taux de variation, la formule, c'est, tout d'abord la partie du haut qu'on met entre parenthèses, on fait valeur d'arrivée moins valeur de départ et le tout, donc une fois qu'on a fait cette différence, on divise ça, la différence obtenue par la valeur de départ. Donc VA moins VD sur VD on fait. Alors, et ici qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien on a pris, comme, valeur, d'arrivée, d'ailleurs je l'ai plus remarqué mais ça donnait, heu, 41 791 moins, 22 600. Donc la valeur d'arrivée, c'est 41 791, la valeur de départ, c'est les gens de l'IUT. Et donc on a fait 41 791 moins 22 600, ça nous a donné donc la différence. Cette différence, on l'a rapportée au salaire des diplômés de l'IUT.
Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que, par rapport au diplôme au salaire qu'obtient un diplômé d'IUT, eh bien un manager obtient 80 de plus, d'accord? Hein, là, c'est facile en fait, à repérer. Votre valeur de départ, c'est celle à quoi vous comparez. Et donc là, ici, vous dites que les salaires des managers sont 80 de plus à le truc auquel je compare, c'est-à-dire ma valeur de départ, c'est-à-dire ici les diplômés de l'IUT. D'accord? Hein, 80. En fait, quand vous dites par rapport, si là on aurait pu mettre 80, ils sont supérieurs de plus de 80, on pourrait écrire par rapport à ceux des diplômés. Et bah, ce par rapport, c'est comme si vous mettiez la barre de division. Donc ce qui est après le par rapport, c'est ce qui est, en dessous de la division, donc c'est la valeur de départ ici. OK? Alors on y va pour la suite. Quelle est la part des primes dans le salaire des managers? Eh bien ici, si vous êtes attentif, on avait les salaires des managers hors primes, alors que ici c'était le salaire avec les primes. Donc en comparant ces 2 données-là, on obtient, la part des primes pour les managers et on peut faire la même chose pour les ingénieurs, où on a les ingénieurs hors primes et les ingénieurs avec primes en haut. Voilà, on ne s'intéresse pas au cas, différence, de pays là cette fois et on fait le même calcul, vous obtenez, donc que ça fait 19 du salaire des managers heu, qui, hem, qui est de donc on qui est en prime quoi et on est à, 10 pour les, 10,3 pour les ingénieurs, hein, qui sont à peu près à 34 000 ici. Voilà, donc vous ajoutez, ces, 3 400. Vous ajoutez 3 400 €, hein, ça fait 10 à ces à peu près 34 000 et en ajoutant ça, vous obtenez bien à peu près 38 300 et c'est ça. OK? Donc ce que je voulais dire en vous signalant ça, c'est que là, vous pouvez le faire le calcul à la calculatrice, mais en fait, à l'œil, on peut aussi le voir des fois en faisant des arrondis. Donc là, on voit que c'est à peu près 34. On voit ici que c'est 38 300 quoi. Donc vous prenez 10 de 34, ça fait plus 340. Donc vous ajoutez 340 à votre 34 000 là. Enfin, pardon, 3 400. Vous ajoutez vos 3 400 à vos 34 000, ça vous fait donc 37 000 et quelques, pardon, qu'est-ce que je dis? C'est ça et donc vous voyez que vous y êtes presque, quoi. Donc vous voyez que là, c'est à peu près 10, c'est un peu plus de 10. À l'œil, vous pouvez le voir et là, si vous faites la même chose, vous allez voir que c'est pas si vous faisiez 10 de ce chiffre-là, donc là, ça fait à peu près 35. Donc il faudrait ajouter 3 500. Si vous ajoutez 3 500 à ces 35, vous êtes à 38 500 et vous voyez que vous n'y êtes pas encore. Et là, vous pouvez encore ajouter quasiment une fois ces 3 500 et donc vous voyez que vous n'êtes pas à 10 mais à 20 vous êtes plutôt proche des 20 et on trouve 19, hein. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais en fait, vous coupez votre truc en morceaux de 10 et ça vous permet d'estimer à peu près, si vous êtes à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, comme ça vous pouvez, estimer très précisément, le pourcentage. OK, on continue. Analyser les écarts entre filières à durée d'études égale. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là, on a effectivement, on avait ici les managers sur ces grandes écoles, les ingénieurs et les masters. Ces 3 catégories-là, on voit que c'est des bac+5. Donc ils ont une durée d'études égale. Très bien. Est-ce que pour autant ils ont les mêmes niveaux de salaire? Est-ce qu'il suffit juste d'avoir fait 5 ans d'études pour avoir droit à un salaire? Et non, c'est là, bon, vous en doutiez bien sûr, hein, mais on voit que non. Et donc par exemple, si en temps d'études, un master droit éco-gestion par exemple, donc le master droit éco-gestion est ici. Hop là, pardon. En temps d'études, c'est pareil, c'est 5 ans. Pourtant, ce master qui est pas le moins bien payé, hein, des masters, hein, loin de là, eh bien ce master, heu permet d'obtenir un salaire, qui est quand même 50 inférieur. Alors c'est plutôt, heu, voilà, le salaire, du manager, vous voyez qu'il est 50 plus élevé que ce salaire-là, donc il faut rajouter 15 000 €, hein, donc la moitié de ça, pour arriver au salaire des managers hors prime. Donc vous voyez qu'il y a quand même un bel écart, entre les 2. Donc c'est plus de 50. Donc il y a, la durée d'études n'explique pas tout, c'est aussi le type de diplôme qui va, bien sûr compter. Enfin, document 4, la pauvreté selon le niveau de diplôme. Alors la pauvreté, pour, l'INSEE, là on fait le petit encadré,
On a un critère pour le définir parce que c'est quelque chose d'assez qualitatif, la pauvreté, mais on essaie quand même de trouver, des critères, objectifs, donc des critères quantitatifs. On va dire qu'un individu est pauvre, quand son revenu, son niveau de vie est inférieur à un seuil qu'on appelle le seuil de pauvreté. En Europe, le seuil est fixé à 60 du niveau de vie médian. Donc on prend le niveau de vie, de la population, médian. Donc, c'est-à-dire que 50 des gens en touchent plus, 50 touchent moins que ce niveau-là. Donc ce niveau-là, on le multiplie par 0,6, hein, on part pour obtenir les 60. Et donc le montant qu'on obtient, c'est le seuil en dessous duquel on va considérer qu'une personne, elle rentre dans la catégorie des pauvres. Et c'est un assez bon indicateur, c'est pas parfait, mais c'est un assez bon indicateur. Et ça donnerait, pour le cas de la France, donc dans ces années en 2018, hein, ça a un petit peu augmenté, mais ça a guère changé. Si vous avez un niveau de vie inférieur à 1 026 €, ça veut dire que vous êtes, faites partie des pauvres, quoi. Alors si vous êtes une personne seule, c'est facile à calculer, si vous commencez à avoir des enfants, en fait, ça veut dire que même avec plus que le SMIC est au-dessus de ça, hein, c'est entre 1 100 et 1 200 €, selon que vous êtes 35-39 heures, en plus ça change, donc je rentre pas dans le détail. Mais quand vous êtes au SMIC, vous y êtes quasiment, hein, au seuil de pauvreté, hein, donc c'est pas la joie. Mais si vous êtes au SMIC avec un enfant, alors là, vous y êtes, hein, c'est bon. Parce que en fait, l'enfant va rentrer dans le calcul et donc au lieu de compter pour un, vous allez compter pour un peu plus que un. Alors un enfant, c'est 0,3, hein, dans les calculs, mais je vous rentre pas dans le détail. Et donc si vous avez 1 100 € de revenus, divisé par 1,3, unités de consommation, hein, c'est vous plus, l'enfant, et bien vous vous retrouvez en dessous du seuil de pauvreté et en fait, techniquement, oui, hein, si je sais pas si parmi vous, certains se sont retrouvés, dans ces situations avec, à un moment ou un autre de leur vie, ça m'est arrivé d'avoir des enfants dans ces situations. Effectivement, c'est pas d'avoir des élèves dans ces situations, c'est, effectivement, pas joyeux. OK, enfin, ils peuvent être très joyeux, ça n'empêche pas d'être joyeux, mais je veux dire par là que ça crée des difficultés matérielles, considérables. L'INSEE utilise aussi un autre critère, hein, qui est un critère à 50. Donc là, c'est une pauvreté encore plus extrême et ça donne à ce moment-là des revenus de 855 €. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de ce seuil à 50? Parce que là, la statistique qu'on étudie les personnes qui sont, sous ce seuil à 50. Alors, quelles sont les personnes qui se retrouvent avec un niveau de vie un médian inférieur, pardon, un niveau de vie inférieur à 50 du niveau de vie médian? Et bien, les personnes qui sont dans cette catégorie, on va voir que on n'a pas, exactement les mêmes proportions, de, de diplômés, ou de non diplômés que ce qu'il y a dans la population en général. Et donc là, alors j'ai pas revérifié la statistique pour le du nombre de diplômés du supérieur, aujourd'hui, mais clairement, il y a beaucoup plus que 9,6 de diplômés du supérieur aujourd'hui en France. Pareil, il y a beaucoup plus que 6,2 de personnes qui ont un bac+2. Par contre, il y a moins que 33,2 de la population en général qui est sans diplôme, d'accord? Cela dit, si on regarde juste les personnes qui sont situées, sous, qui n'ont pas ce niveau qui n'obtiennent même pas ce niveau de vie, qui obtiennent moins que ce seuil, de pauvreté à 855 €, et ben, on note que il y a, donc 9,6 sont des diplômés du supérieur, donc il y en a quand même, hein. 6 ont des bac+2, donc on voit que, bizarrement, les bac+2 sont moins, dans cette situation que les diplômés du supérieur. Bon, OK. Ça marche, mais après on voit que, clairement, ça augmente très fortement. On voit que ceux qui n'ont que le bac sont 17 à être dans cette situation, donc ils sont beaucoup, plus nombreux. Ceux qui ont juste un CAP-BEP, 21. Le brevet des collèges, c'est un petit peu intermédiaire, alors, on sait pas trop pourquoi, mais voilà. Et par contre, vous voyez clairement que là, si vous êtes sans diplôme ou avec juste le certificat d'études professionnelles, hein, ça veut dire ça, c'est EP. À ce moment-là, vous voyez que là, c'est, 1/3 des personnes heu, qui ont ce niveau de vie très, très faible, n'ont même pas de diplôme. Donc on voit clairement que la pauvreté, le lien entre le niveau de diplôme et la pauvreté, existe, hein. Alors rédiger une phrase présentant la donnée, pour les sans diplôme, donc ceux-là. Alors ça nous donne un truc du style: «Selon l'étude sur la pauvreté de 2017 de l'Observatoire des inégalités», donc Observatoire des inégalités 2017, donc selon l'étude, étude sur la pauvreté. Selon l'étude sur la pauvreté de 2017 de l'Observatoire des inégalités,
33,2% des jeunes, pardon, des jeunes. Vous enlevez des jeunes, il n'y a pas des jeunes. C'est une erreur. Donc ça, vous enlevez. Normalement, j'ai un truc pour rayer là, mais je sais plus où il est. Bon, c'est pas grave. On va le faire avec ça. Voilà. 33,2% donc des personnes en situation de pauvreté sont sans diplôme ou juste titulaires du certificat d'études primaires, le CEP. Voilà. Ensuite, question numéro 10. Le diplôme protège-t-il de la pauvreté? Eh bien, en fait, oui, on le voit. Les diplômés du supérieur et Bac plus 2, donc ces deux catégories-là, représentent une proportion faible des personnes pauvres, particulièrement par rapport à leur proportion dans la société. C'est-à-dire, pas à la proportion des pauvres, hein, mais à la proportion des diplômés du supérieur et du Bac plus 2, qui ne représentent pas 15% de la population, mais bien plus. On est plutôt de l'ordre de 50% de la population. Or, on voit que si ça avait été purement proportionnel, ben, on aurait 50% des pauvres qui auraient un diplôme, ces diplômes-là. Or, on voit que là, c'est pas le cas. Donc, on voit clairement que le diplôme protège quand même des situations de pauvreté les plus dures, quoi. Ok? Voilà. Donc, pour finir, on a un petit exo et on a fini. Alors, il fallait compléter avec les mots ici. Alors, là, explique en grande partie le niveau des salaires. Alors, c'est quoi? Vous regardez. Ah, peut-être que ça va être ça. La durée des études explique en grande partie le niveau des salaires. Ok. Cependant, la rémunération du travail comprend aussi une part susceptible de varier en fonction des... Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, vous cherchez, à mon avis, ça va être ça. Hop là, voilà. Ok. La rémunération se présente alors sous forme de... La théorie économique considère que l'employeur qui cherche un salarié... Quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Achète, donc un salarié comme ceci, achète du... Qu'est-ce qu'il achète déjà? Il achète, je vous laisse revoir. Cette approche ne permet pas de comprendre des différences de rémunération à diplôme égal, selon le de l'entreprise ou le du salarié. Donc vous avez tous les éléments. En réfléchissant un tout petit peu, vous allez trouver. Vous pouvez mettre la pause le temps de finir et sinon, pour le reste, je vous affiche la réponse maintenant. Donc ça nous donne la durée des études, explique en grande partie donc le niveau des salaires. Cependant, la rémunération du travail comprend aussi une part susceptible de varier en fonction des performances. Il n'y a pas que les qualifications et donc le niveau de diplôme qui va jouer. La rémunération se présente alors sous forme de primes, par exemple. La théorie économique considère que l'employeur, qui cherche un salarié productif, achète du capital humain. Cette approche ne permet pas de comprendre les différences de rémunération à diplôme égal selon le secteur d'activité de l'entreprise ou le sexe du salarié. Voilà. Alors ici, en fait, on anticipe un petit peu hein, sur ce bilan-là, sur quelque chose qu'on va voir après, mais sur cette dernière phrase, en fait, c'est des choses qu'on va voir après. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà du diplôme, au-delà des qualifications, on va voir qu'il y a d'autres facteurs qui jouent sur le niveau de salaire. Et par exemple, le secteur d'activité, c'est-à-dire qu'à un niveau de diplôme égal, à un moment donné, certains secteurs d'activité vont, être mieux rémunérés que d'autres, et puis parfois ça va changer plus tard et pareil, il se trouve qu'il y a des inégalités, de sexe, de salaire, en fonction du sexe. Donc certains sont liés au fait que les femmes et les hommes ne se dirigent pas dans les mêmes métiers et que ces métiers sont inégalement, rémunérés. Donc ça, c'est un des éléments. Et parfois c'est pas forcément, totalement justifié. Et à l'inverse, ça peut être, pire, ça peut être que des fois, dans le même secteur d'activité, à même niveau de qualification, même ancienneté et cetera, en fait tout pareil, malgré tout, il y a des différences et là, les différences à ce moment-là s'expliquent plutôt par d'autres facteurs, liés notamment aux stéréotypes de genre, dans la société. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite, bon courage pour, faire vos travaux et à très bientôt pour la suite.